Madrid, 1834. Le roi est mort. Mais mon travail ne fait que commencer. En tant que médecin royal, j'ai vu des corps brisés par la guerre, consumés par la maladie, détruits par la folie. Pourtant, ce qui m'attend dans les appartements privés de feu Ferdinand VII dépasse tout ce que la science et la raison peuvent expliquer. La reine régente Maria Cristina se tient devant moi, droite, silencieuse, le regard noyé de fatigue et de chagrin. Sa demande est simple mais terrifiante. Ce que je dois préserver ne concerne pas seulement un corps. Il s'agit d'un secret. Un secret trop honteux pour être enterré, trop dérangeant pour être révélé. Sous les draps de soie repose un homme qui a terrorisé l'Espagne pendant 2 décennies. Mais ce n'est pas son visage qui glace le sang. C'est ce qui se cache plus bas. Une anomalie. Une monstruosité anatomique qui a façonné sa vie, sa cruauté, ses peurs et peut être le destin entier du royaume. Pour comprendre Ferdinand VII, il faut remonter bien avant son règne. Bien avant ses trahisons et ses purges. Il faut comprendre sa naissance. Ferdinand n'est pas né maudit par Dieu ou par la sorcellerie, mais par l'héritage empoisonné de la royauté européenne. Pendant des siècles, les Bourbons et les Habsbourg ont multiplié les mariages entre cousins, oncles et nièces, persuadés que le sang pur garantissait le pouvoir. En réalité, ils ont fabriqué une lignée fragile, instable, rongée par des tares génétiques. Ferdinand est le produit final de cette dégénérescence. Né le 14 octobre 1784 au palais de l'Escurial, fils de Charles IV et de Marie-Louise de Parme, eux-mêmes cousins germains, il hérite d'un corps déjà condamné. Dès l'enfance, les médecins remarquent que quelque chose ne va pas. Ferdinand est maladif, nerveux, sujet à des colères excessives. Mais c'est à l'adolescence que la véritable horreur apparaît. Son corps se développe de manière anormale, et plus précisément son anatomie intime. Les médecins de la cour commencent à échanger des regards lourds de sens. Les rapports médicaux, soigneusement dissimulés, parlent d'une croissance hors de toute proportion naturelle. L'organe du prince n'obéit à aucune norme connue. Fin à la base, excessivement volumineux à l'extrémité, déformé, incurvé, presque grotesque. Un médecin écrit qu'il s'agit d'une configuration incompatible avec des relations conjugales ordinaires. À une époque où la masculinité aristocratique est associée à la retenue et à la mesure, cette difformité devient une humiliation. Ferdinand le sait. Il le sent dans les silences, dans les regards détournés, dans les rires étouffés des serviteurs. La cour murmure. Les diplomates étrangers rapportent l'étrangeté du prince. Cette honte intime devient une plaie ouverte dans son esprit. Ferdinand apprend très jeune que son corps est un sujet de moquerie. Cette blessure nourrit une rancune profonde. Il devient méfiant, cruel, rancunier. Le futur roi commence à confondre autorité et vengeance. Son enfance se déroule dans un climat de décomposition morale. Son père Charles IV est faible et effacé, plus intéressé par la chasse que par le pouvoir. Sa mère affiche sans pudeur sa relation avec Manuel Godoy, le véritable maître de l'Espagne. Ferdinand observe tout. Il apprend que l'amour est une illusion, que la loyauté était fragile et que l'humiliation est une arme. Mais contrairement à ses parents, il n'a même pas le refuge du plaisir. Son propre corps lui interdit toute normalité. À l'approche de l'âge du mariage, les médecins comprennent l'ampleur du problème. Produire un héritier sera extrêmement difficile, voire dangereux. Des artisans sont secrètement mobilisés pour concevoir des dispositifs appelés pudiquement aide conjugale. Des coussins, des supports, des structures médicales déguisées en mobilier. Tout cela est fabriqué dans le silence le plus total. La moindre fuite serait catastrophique. En 1802, Ferdinand épouse sa cousine Maria Antonia de Naples et de Sicile. Elle est jeune, pieuse, naïve. Elle arrive à Madrid pleine d'illusions. La cérémonie est somptueuse, la foule acclame le couple, l'Espagne espère. Mais lorsque la porte de la chambre nuptiale se referme, le conte de fées se transforme en cauchemar. La jeune reine, totalement ignorante de ce qui l'attend, découvre la réalité de son mari. Les témoignages parlent de cris, de panique, de terreur pure. Elle croit voir un monstre. Ce qui devait être une union devient une épreuve médicale. Dès cette première nuit, le mariage est brisé. Les médecins interviennent, expliquent, organisent, dosent des substances pour calmer la reine. L'intimité devient une procédure froide, clinique, traumatisante. Ferdinand, déjà fragile psychologiquement, vit le rejet de son épouse comme une confirmation de sa honte. La graine de la cruauté est définitivement plantée. Tout est désormais en place. Un corps difforme, un esprit blessé, un pouvoir absolu à portée de main. Le règne de Ferdinand VII ne sera pas seulement politique. Il sera personnel, obsessionnel et profondément destructeur.
Et ce que l'Espagne va payer dans la peur et le sang trouve son origine dans ce secret dissimulé sous des draps de soie, bien avant qu'un roi ne monte sur le trône. Après le mariage, la cour comprend très vite que quelque chose ne tourne pas rond. La jeune reine Maria Antonia disparaît des cérémonies publiques. Son visage se vide, son regard fuit. Les rumeurs circulent, mais personne n'ose parler. Dans les couloirs du palais, les domestiques chuchotent. Certains disent que la reine est malade. D'autres parlent de crise nerveuse. La vérité est bien plus sombre. La chambre royale est devenue un lieu de souffrance méthodique, un espace où l'intimité a été remplacée par la contrainte et la peur. Les médecins du roi instaurent un protocole. Le mot amour disparaît. Tout devient procédure. Les tentatives de conception sont programmées, planifiées, supervisées. Des coussins spéciaux sont disposés. Des huiles sont appliquées. Des substances sont administrées à la reine pour la rendre docile. Le lit conjugal ressemble à une table d'opération. Ferdinand assiste à tout avec une obsession froide. Il ne cherche pas le plaisir. Il cherche un héritier. Et chaque échec alimente sa frustration. Maria Antonia commence à dépendre du laudanum pour supporter ces moments. Ce qui était censé calmer la douleur devient une échappatoire mentale. Elle dérive. Elle oublie. Elle survit. Les médecins ferment les yeux. Le roi ordonne. Le corps de la reine devient un instrument politique. Son consentement ne compte plus. Sa souffrance est considérée comme un sacrifice nécessaire pour la couronne. Lorsque les mois passent sans grossesse, Ferdinand change. Il devient soupçonneux. Il accuse sa femme de résister volontairement. Il affirme que son dégoût bloque la conception. Sa logique est simple et cruelle. Si la reine souffre, c'est parce qu'elle refuse de servir son devoir. Il ordonne alors la fabrication de nouveaux dispositifs. Des sangles de cuir et de soie sont créées pour maintenir la reine en position. Les artisans travaillent en silence, conscients que refuser signifie disparaître. Dans le même temps, Ferdinand se tourne vers l'astrologie, l'alchimie, les rituels occultes. Il consulte des mystiques, des charlatans, des hommes prétendant maîtriser des savoirs orientaux. On lui promet que son corps est un signe divin, une force mal comprise. On lui parle de cycles lunaires, de positions célestes, de rites secrets. Pendant des semaines, le palais est envahi par de la fumée d'encens, des chants, des gestes absurdes. Rien ne fonctionne. Puis vient le miracle apparent. Maria Antonia tombe enceinte. La cour exulte. Ferdinand se redresse. Son assurance revient. Il croit enfin avoir vaincu la nature. Mais le corps de la reine, affaibli par les traumatismes et les drogues, ne tient pas. La grossesse se termine par une fausse couche violente. Le silence retombe. Ferdinand ne montre aucune compassion. Il accuse, il soupçonne. Il prétend que sa femme a provoqué la perte. Une seconde grossesse survient plus tard. Cette fois, elle va presque à terme. Mais l'accouchement est un enfer. Le sang coule, les cris résonnent. L'enfant meurt. La reine manque de mourir elle aussi. Elle ne se remet jamais vraiment. Son esprit se brise. Elle prie sans cesse, convaincue qu'elle est punie par Dieu. Son addiction s'aggrave. Elle devient une ombre. En mai 1807, Maria Antonia meurt à 21 ans. Officiellement, une fièvre. En réalité, un effondrement total du corps et de l'esprit. Ferdinand affiche un deuil de façade. En privé, il semble soulagé. Les rumeurs circulent immédiatement. Certains parlent de poison. D'autres évoquent un apothicaire retrouvé mort peu après. Un document disparaît. Personne ne pose de questions. Ferdinand commence déjà à chercher une nouvelle épouse. Cette fois, il exige une femme réputée fertile. Les médecins travaillent sans relâche pour améliorer les dispositifs. Des expériences étranges sont menées. Le roi accepte des examens invasifs. Son obsession empire. Son caractère aussi. Les serviteurs sont terrorisés. Ceux qui voient trop disparaissent. Ceux qui parlent sont exilés. La cour observe une transformation inquiétante. Ferdinand devient cruel par réflexe. Il punit pour prévenir. Il soupçonne avant de vérifier. Il conserve des listes de personnes qu'il estime moqueuses ou disloyales. Sa honte intime se transforme en haine du monde. Chaque rire lui semble une insulte, chaque regard une menace. Sur le plan politique, cette dérive ne passe pas inaperçue. Les nobles complotent. Certains voient en Ferdinand un instrument pour renverser son père Charles IV et son favori Godoy. Ils l'appellent le désiré. Ils ignorent que derrière cette façade se cache un homme instable, obsédé, incapable d'empathie. Ferdinand trahit même ceux qui le soutiennent. Lorsque le complot est découvert en 1807, il dénonce tout le monde pour sauver sa peau.
À ce stade, tout est lié. Le corps déformé, les échecs conjugaux, la paranoïa, la trahison. Ferdinand ne sépare plus l'intime du politique. Son incapacité à engendrer devient une obsession nationale. Et cette obsession va bientôt plonger l'Espagne entière dans une spirale de peur, de répression et de violence. La Chambre royale a enfanté un monstre. Et ce monstre s'apprête à monter sur le trône. Lorsque Ferdinand accède enfin au pouvoir, son esprit est déjà profondément marqué par des années de honte, de frustration et de violence intime. Le trône ne le transforme pas. Il amplifie ce qui existait déjà. Le roi ne voit pas un royaume à gouverner. Il voit un monde hostile peuplé d'ennemis, de moqueurs, de traîtres invisibles. Son incapacité à produire un héritier vivant devient une obsession centrale, au point de contaminer chaque décision politique. Le pouvoir absolu ne calme pas sa peur. Il la nourrit. Très vite, la cour comprend que la loyauté ne suffit plus. Il faut la prouver sans cesse. Ferdinand exige des démonstrations constantes de fidélité. Les ministres sont convoqués pour des interrogatoires absurdes. Les serviteurs sont observés, testés, déplacés. Une erreur mineure peut mener à la disgrâce. Un regard mal interprété peut mener à l'exil. Le roi note tout. Il mémorise les noms. Il accumule des rancunes comme un comptable accumule des chiffres. La chambre royale devient le centre nerveux du régime. Non pas un lieu de repos, mais un poste de surveillance. Ferdinand fait installer des passages secrets, des ouvertures dans les murs, des dispositifs permettant d'observer sans être vu. Il espionne ses propres domestiques. Il écoute les conversations. Il interroge les rapports. Le moindre murmure au sujet de son corps ou de ses mariages est traité comme une menace contre la couronne. Sur le plan conjugal, la situation empire. Ferdinand épouse une seconde reine, Maria Isabelle de Portugal. Elle est jeune, pleine de vie, mais rapidement brisée. La première nuit est une répétition du passé. Cris, sang, panique. Les draps sont retirés avant l'aube. Le silence est imposé. La reine développe des tremblements, des peurs incontrôlables, une terreur constante de la chambre royale. Elle meurt 2 ans plus tard, officiellement de faiblesse nerveuse. Peu de gens doutent de la véritable cause. Chaque décès renforce la paranoïa du roi. Ferdinand est convaincu que le monde complote pour empêcher sa descendance. Il voit des signes partout. Il soupçonne les médecins. Il soupçonne les prêtres. Il soupçonne même sa propre famille. Il commence à croire que son corps est la preuve d'une mission divine sabotée par des forces invisibles. Cette croyance justifie tout. La torture, la censure, la répression. Pendant ce temps, le royaume se fissure. Les colonies se révoltent. Les finances sombrent. Les réformes sont ignorées. Ferdinand ne gouverne pas. Il réagit. Il punit. Il interdit. La Inquisition est restaurée comme outil de contrôle. Les prisons se remplissent de libéraux, de journalistes, de penseurs. Toute critique est assimilée à une attaque personnelle contre le roi, et donc contre son secret le plus intime. Les rumeurs franchissent les frontières. Les diplomates étrangers écrivent des rapports alarmants. On décrit un roi instable, obsédé par son propre corps, incapable de gouverner sans violence. Les caricatures circulent sous le manteau. Ferdinand le sait. Il le sent. Sa rage augmente. Il ordonne des purges. Il fait fermer des universités. Il exile des familles entières pour des soupçons jamais prouvés. Un lien se crée entre son incapacité sexuelle et sa brutalité politique. Chaque échec conjugal renforce sa cruauté publique. Chaque humiliation intime se transforme en décret répressif. Ferdinand ne fait plus la différence entre son lit et son trône. Les deux deviennent des instruments de domination. Les deux produisent de la souffrance. Le roi développe des rituels de contrôle de plus en plus extrêmes. Les repas sont testés pendant de longues heures. Les serviteurs chargés de goûter les plats tombent malades de peur. Ferdinand observe leur visage, attendant le moindre signe de poison. Lorsqu'un serviteur tremble, le roi y voit une preuve. Certains disparaissent. D'autres sont enfermés. La peur devient contagieuse. La cour entière vit dans un état de tension permanente. Les sourires sont forcés. Les silences sont calculés. Les alliances changent chaque semaine. Personne ne se sent en sécurité. Ferdinand aime cette atmosphère. Elle lui donne le sentiment de contrôle. Il préfère être craint que respecté. La peur devient son héritier symbolique. Mais malgré tout, le problème central demeure. Aucun enfant vivant. Aucun successeur légitime. Le roi vieillit. Son corps se dégrade. Son obsession grandit. Il consulte encore plus de médecins, plus de mystiques, plus de charlatans. Certains lui promettent des miracles. D'autres disparaissent après avoir échoué.
Les ateliers secrets du palais continuent de produire des dispositifs toujours plus complexes, toujours plus humiliants. Le pouvoir de Ferdinand atteint alors son apogée toxique. Il ne règne plus sur un peuple, il règne sur un silence imposé par la terreur, né d'un secret anatomique devenu poison politique. L'Espagne entière commence à payer le prix d'un roi incapable d'accepter sa propre condition. Et pourtant, le pire reste à venir. Car Ferdinand va bientôt tenter une dernière chose, une ultime manœuvre, une union qui ne reposera plus sur la vérité, mais sur le mensonge absolu. Et ce mensonge va changer l'histoire du royaume à jamais. Les dernières années de Ferdinand sont celles d'un homme déjà vaincu. Le royaume se délite, les colonies sont perdues, les finances sont exsangues, mais le roi ne regarde plus le monde extérieur. Il vit enfermé dans ses peurs, obsédé par la succession et par le contrôle de son entourage. Chaque jour ressemble au précédent. Suspicion, surveillance, colère. Son esprit tourne en rond comme un animal blessé incapable de trouver une issue. La 4e épouse, Maria Cristina, arrive dans ce climat de folie silencieuse. Elle est plus lucide que les précédentes, plus prudente, mais aussi piégée. Ferdinand est déjà convaincu que tout le monde le trompe. Il fait percer des ouvertures dans les murs. Il fait suivre chaque déplacement. Il lit chaque lettre. La reine vit sous observation permanente. Elle sourit en public et tremble en privé. Le palais devient une prison dorée où chaque respiration est suspecte. Lorsque la naissance de Isabella survient, Ferdinand se retrouve face à une contradiction insupportable. Il a enfin un enfant, mais il sait au fond de lui que cet enfant n'est pas le sien. Pourtant, il sache à cette illusion. Il impose la reconnaissance officielle. Il modifie les lois de succession. Il exige le silence. Le mensonge devient une politique d'État. La vérité devient un danger mortel. Cette imposture ronge Ferdinand. Il observe l'enfant avec obsession. Il cherche des ressemblances. Il en trouve parfois. Il les invente souvent. Les artistes sont chargés de peindre des portraits flatteurs. Les médecins sont sommés de confirmer une filiation possible. Chacun parle avec prudence. Chacun sait que la moindre erreur peut être fatale. Le roi vieillit rapidement. Son corps montre des signes de dégradation. Tremblements, insomnie, colère soudaine. Les médecins parlent de fatigue nerveuse. En réalité, Ferdinand est détruit par des décennies de honte refoulée et de peur entretenue. Son propre esprit est devenu son pire ennemi. En 1833, la fin approche. Ferdinand délire. Il parle à ses épouses mortes. Il donne des ordres contre des ennemis imaginaires. Il exige des enquêtes sur des complots inexistants. Lorsqu'il ne parle pas, il fixe le vide. La cour attend. Personne n'ose prononcer le mot mort. Pourtant, chacun sait. Le décès survient sans éclat. Pas de drame, pas de discours. Simplement un corps qui cesse de fonctionner. Officiellement, la cause est la goutte. Officieusement, les médecins savent que le roi est mort depuis longtemps à l'intérieur. Le pouvoir ne le maintenait en vie que par inertie. Vient alors l'autopsie. Elle se déroule en secret absolu. Peu d'hommes sont autorisés à y assister. Les médecins découvrent la vérité anatomique dans toute sa brutalité. Les descriptions confirment ce que les rumeurs murmuraient depuis des décennies. Une difformité extrême, une croissance anormale, des tissus endommagés, des traces de blessures anciennes. Plus troublant encore, des marques indiquant des tentatives répétées de modification. Ferdinand a tenté sur lui-même ce que la médecine ne pouvait accomplir. Il cesse de mutiler en silence, poussé par le désespoir. Les médecins comprennent alors l'ampleur du drame. Ferdinand a vécu toute sa vie prisonnier de son corps. Mais au lieu d'accepter, il a projeté sa souffrance sur les autres. Il a transformé sa honte en tyrannie. Son secret intime est devenu une machine à détruire. Le plus troublant reste la décision finale. L'organe est conservé, pas par curiosité, pas par science, mais par peur. Peur que la vérité éclate, peur que l'histoire se moque. Les documents sont scellés, les dessins enfermés, les rapports dissimulés dans des archives inaccessibles. Le secret devient propriété du silence. Ferdinand est enterré. La cour reprend son souffle. Maria Cristina gouverne au nom de sa fille. Espagne entre dans une nouvelle ère de conflits et de guerre civile. Le roi est mort, mais les conséquences de son règne perdurent. La peur, la méfiance, la violence politique. Tout cela trouve sa racine dans une faiblesse jamais acceptée. Avec le recul, Ferdinand apparaît comme une tragédie humaine amplifiée par le pouvoir absolu.
Un homme incapable de se réconcilier avec lui-même. Un roi qui a confondu autorité et domination. Un corps brisé qui a engendré un royaume brisé. Le secret scellé dans les archives n'est pas seulement médical. Il est symbolique. Il rappelle que lorsqu'un seul homme concentre trop de pouvoir, ses blessures deviennent des lois, ses obsessions deviennent des politiques, et ses faiblesses deviennent des catastrophes collectives. Ainsi se termine l'histoire d'un roi que l'histoire officielle préfère oublier. Non par manque d'importance, mais parce que sa vérité est trop humaine, trop dérangeante, trop intime. Ferdinand ne voulait pas être immortel ainsi. Pourtant c'est sous cette forme qu'il demeure. Non comme un grand souverain, mais comme un avertissement.